Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus, le chef économiste de Natixis. Bonjour Patrick. Bonjour David. Comment allez-vous? Ça va. Bon, J'espère que la prochaine fois on sera en studio. exactement, la porte est ouverte, vous le savez, hein. Dites-moi, qu'est-ce qui vous inquiète le plus, Patrick? Moi, il y a deux chiffres qui ont marqué ces derniers jours, évidemment. C'est à la fois d'un côté les 20 millions d'emplois détruits aux États-Unis sur le mois d'avril et ces 450 000 postes détruits en France au premier trimestre. Ces chiffres sont d'une violence inouïe. De mémoire d'économiste, vous n'aviez jamais vu ça. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus entre ces deux chiffres-là? Oui, mais c'est pas ces chiffres-là qui m'inquiètent le plus parce que on sait qu'on perd 35% du PIB tant qu'on est dans le confinement, et sans doute un petit peu moins aux États-Unis parce que le confinement est moins sévère. Et ces chiffres n'ont pas vraiment de signification puisqu'ils sont simplement liés au fait que les entreprises sont fermées. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'on commence à voir aujourd'hui, qui est beaucoup discuté dans les milieux d'entreprise, mais qui est assez peu discuté encore sur les marchés financiers, qui est l'effet des nouvelles normes sanitaires qui sont mises en place dans les entreprises. Vous devez espacer les salariés, désinfecter les locaux, les salariés doivent pouvoir se laver les mains, changer de masque, etc. Et dans tous les secteurs d'activité où ces normes sont un problème, et ça c'est très large, hein, c'est l'industrie, la construction, la distribution, dans le futur les restaurants, le transport, etc., on a une perte de productivité qui est très importante. Oui, mais Patrick, elles sont nécessaires, ces normes sanitaires. Oui, Vous ne pouvez bien pas envoyer au entendu, casse-pipe les David. gens, hein. Non, mais c'est bien entendu. Mon point n'est pas de dire ça. Mon point est de dire il faut y réfléchir. Donc les entreprises appliquent ces normes et on sait qu'il va en résulter. Alors on a des premières estimations assez tentatives, mais qui sont assez précises. Par exemple, dans le cas de la construction du bâtiment, que la perte de productivité serait de l'ordre de 10 à 15%. Et donc alors ça concerne pas tous les secteurs de l'économie. En gros, ça concerne la moitié de l'économie, puisque bien sûr, dans les services informatiques ou dans la banque, il y a beaucoup moins de problèmes de ce type. Mais si vous perdez 10 à 15% de productivité sur la moitié de votre économie, si rien ne se passe, vous avez perdu entre 5 et 7 points de PIB de façon permanente, définitive. Ce qui veut dire qu'on ne retrouverait jamais, finalement, la perte de PIB de 2020, puisqu'on va perdre 8 ou 9% de PIB. Finalement, cette perte-là, elle serait irrécupérable au moins tant que les normes sanitaires sont en place. Donc ça, premier sujet. Deuxième sujet qu'on commence à voir et qui est lié, c'est que les secteurs d'activité s'apprêtent à, du coup, monter leurs prix. Parce que bien sûr, productivité plus basse, ça veut dire coût de production plus élevé. Et donc, on va avoir des hausses de prix, ce que les marchés financiers n'attendent absolument pas. Si vous regardez l'inflation anticipée dans les marchés financiers ce matin, elle est pour les 5 prochaines années dans la zone euro en dessous de 0,5% par an. Or, toutes sortes de secteurs d'activité s'apprêtent à augmenter leurs tarifs parce que simplement leurs coûts sont plus élevés. Mais Patrick, en phase de récession, on peut augmenter ses prix, hein? Ça paraît Alors, contre-intuitif. le problème, ça dépend de savoir si le sujet est un problème d'offre ou de demande. Si vous êtes dans un secteur où la demande est effondrée, c'est plus difficile. Mais prenez le transport aérien. On sait que le transport aérien va avoir un gros problème de demande. Il y a beaucoup moins de gens qui ont envie de prendre l'avion. Et dans le même temps, la norme, un siège sur deux, il y a un papier très intéressant de l'IATA, vous savez, qui est l'Association internationale des compagnies aériennes, qui dit que la seule façon de maintenir en vie les compagnies aériennes en appliquant les nouvelles normes sanitaires, c'est une hausse de 35 à 40% du prix des billets d'avion. Et donc on l'aura, cette hausse. Alors, mais ce qu'on voit sur le transport aérien, pour vous, peut se transposer à quasiment tous les autres secteurs de l'économie? Alors à nouveau, pas au secteur dématérialisé, mais vous voyez, l'industrie du bâtiment en France nous dit qu'il faudrait être capable de réviser de 8 à 10% à la hausse les contrats, les devis, etc., de chantier de construction. Donc ça veut dire que le prix du mètre carré d'un logement neuf va augmenter de 8 à 10%. Les coiffeurs augmentent de 2 euros le prix d'une coupe de cheveux, ça fait quand même 10%, etc., etc. La question, c'est de savoir si c'est transitoire. Alors, c'est tant que les normes sont là. Alors évidemment, si on trouve un vaccin dans 6 mois et qu'on enlève les normes, on aura été dans quelque chose d'extrêmement transitoire. Est-ce que d'abord on enlève les normes une fois qu'elles ont été mises, on les allège peut-être, mais sans doute on les supprime pas complètement. Est-ce qu'on aura un vaccin dans 6 mois? Je pense que personne. On a beaucoup réfléchi au fait que les entreprises seraient endettées. On a beaucoup réfléchi au fait que le consommateur est mollasson. On le voit bien en Chine.
On le voit dans les pays qui ont réouvert, comme l'Autriche ou l'Allemagne. On a réfléchi aux dettes publiques et à la monétisation des dettes. On n'a pas beaucoup réfléchi à cette question de la productivité dans les entreprises et de l'inflation qu'elle peut faire apparaître. Donc le message est intéressant. Parce que, donc votre message, si je vais résumer, Patrick, c'est que ces normes sanitaires qui sont nécessaires vont engendrer des coûts de production plus élevés, une baisse de la productivité, des coûts de production plus élevés qui seront répercutés sur les prix et qui seront répercutés sur les prix ou en perte de marge. Ou en perte de marge, à ça, ou en augmentation de la durée du travail sans hausse correspondante des salaires, ce qui peut-être se négociera aussi dans certaines entreprises. Regardez dans la culture, l'industrie du cinéma vient de dire qu'un tournage de film aujourd'hui, en respectant les normes, serait sans doute conduirait une hausse de 25 à 30% du prix d'un tournage. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez général. Donc moi voilà. Alors évidemment, vous avez raison, peut-être que ces normes, elles sont là que pour un an, et pas jusqu'à la fin des temps, mais en tout cas pendant un an, on va avoir plus d'inflation. Et la question évidemment centrale après, à part le fait que l'inflation, c'est une perte de pouvoir d'achat, parce que les salaires vont pas beaucoup augmenter l'année prochaine, l'autre question, c'est la BCE, si on prend une perspective européenne. Les déficits publics de 2021, ils vont rester extrêmement élevés, il y a encore plein de besoins. Il y aura du sous-emploi, il faudra financer des relocalisations, financer la santé. Et donc on va rester avec de très gros déficits publics. Est-ce que la BCE peut monétiser des déficits publics l'année prochaine si l'inflation est au-dessus de 2%, surtout après l'arrêt de la Cour de Karlsruhe? Donc on a aussi un gros point d'interrogation sur les effets sur la politique monétaire du retour de l'inflation. Gros point d'interrogation à la fois, encore une fois, mais les marchés ne réagissent pas, à la fois sur cette partie endettement, taux, et aussi les marchés actions. Pour vous, sous-estiment, ne voient pas complètement, ne veulent pas voir cette recrudescence de l'inflation due aux normes sanitaires nécessaires? Alors je crois qu'on va avoir une décorrélation absolument complète entre les fondamentaux et les marchés. Alors, certains diront que c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. Alors bien sûr avec une composante sectorielle extrêmement violente. Parce que si vous regardez les indices sectoriels actions, vous voyez qu'ils reflètent de façon extrêmement fidèle ce qu'on attend de la situation des différents secteurs. On est positif sur les technologies, sur la santé, sur les énergies renouvelables, on est négatif sur la construction, la chimie, la distribution traditionnelle, les autos, le transport aérien, etc. Donc les marchés valorisent déjà ça. Et je pense qu'on va avoir une décorrélation entre les marchés avec cette question sectorielle et la macroéconomie, parce que les fondamentaux macroéconomiques vont être mauvais. Il n'y aura pas beaucoup de consommation, il n'y aura pas beaucoup d'investissement, il y aura de l'inflation, et les émergents sont en très grande difficulté. Et par ailleurs, on va avoir une montagne de liquidités à investir qui vient des banques centrales. Vous pouvez faire le calcul, David, que cette année, la liquidité, la monnaie créée par les banques centrales, le stock de monnaie créé par les banques centrales va augmenter de 70%. On aura 70% de monnaie en plus à la fin de l'année qu'au début du mois de janvier. Une grande partie de cette monnaie va financer des achats d'actifs. Donc on va avoir des bulles liées à la liquidité partout. Sur les actions, mais sur les obligations. Mais Patrick, il ne fallait pas que les banques centrales soient... Heureusement qu'elles étaient là, elles ont évité justement que la crise sanitaire se transforme en crise économique et en crise financière. Ce que je dis n'est pas une critique des banques centrales, ni des normes sanitaires. Les normes sanitaires, il faut qu'on les ait. Il fallait monétiser les dettes publiques, sinon on n'aurait pas pu mettre en place les déficits. Mais il faut se rendre compte qu'à la fin, on va avoir une montagne de liquidités et on va avoir des bulles partout. Et ça a commencé. Regardez la tech aux États-Unis. Regardez ce qui se passe sur le high yield. Le jour où la Réserve fédérale dit qu'elle va acheter des obligations high yield, tous les investisseurs se mettent à acheter des obligations high yield sans réfléchir que la situation du high yield est terrible. Mais ça fait rien. La Réserve fédérale l'achète, donc on y va. Regardez ce qui se passe sur l'Amérique latine. L'Amérique latine, une situation économique catastrophique, des sorties de capitaux, et les fonds Amérique latine collectent des tonnes d'argent. Parce que il y a trop de liquidités. Et on aura encore plus de liquidités au fur et à mesure que le temps va passer. Et donc, je pense qu'on va se retrouver avec une situation encore plus violente que celle d'après la crise des subprimes, où on aura d'un côté des marchés qui montent, alors à part les quelques secteurs dont on sait qu'ils vont aller durablement très mal, et qui montent très rapidement, et on peut penser à l'immobilier aussi, en raison de l'afflux de liquidités, et d'autre part, des fondamentaux qui vont rester mauvais. Mais
vous comprenez que ça choque évidemment. En fait, cette déconnexion, elle a toujours plus ou moins eu lieu. Là, cette déconnexion, encore une fois, entre. D'ailleurs, c'est quasiment la séance de vendredi à Wall Street, Patrick. On apprend 20 millions, donc encore une fois, de chômeurs de plus sur un mois, et le S&P prend 1,7% dans la journée. Cette Mais oui, déconnexion mais entre ce marasme économique et des marchés qui montent, c'est quand même problématique hein, à vous écouter. Hein. c'est problématique, mais oui, mais c'est la théorie monétaire moderne. Hein. La vieille théorie monétaire, c'est que quand on crée de la monnaie, ça fait de l'inflation des prix des biens. Parce qu'on est dans une vieille économie où, quand on donne de la monnaie à la population, ils achètent des biens. Et par exemple, dans les années 20 en Allemagne, ils achètent à manger. Hein. Donc on fait monter les prix de l'alimentation. Mais dans les macroéconomies modernes, il ne se passe pas ça. Quand la Banque centrale fait du quantitative easing, elle achète des obligations à des investisseurs qui reçoivent de la monnaie. Et cette monnaie, ils n'achètent pas à manger avec, hein, ils achètent d'autres actifs avec. Ils achètent des actions, ils achètent des obligations, ils achètent de l'IMO, ils achètent des infrastructures. Regardez sur un marché aujourd'hui qui est le marché de la logistique. Hein, il y a une explosion des investissements déjà et un effondrement des rendements parce que tout le monde a compris que la consommation depuis la maison, hein, la consommation en ligne, c'était extraordinairement bon pour la logistique. Donc, dans les économies contemporaines, la théorie monétaire, c'est que ce qui est proportionnel à la croissance de la quantité de monnaie, ce sont les prix des actifs hein, de tout type et pas les prix des biens. Donc, ce que les marchés actions, Patrick, quand on a un CAC 40 à 4500 points ou un Nasdaq à 9000 points, qu'est-ce que les marchés. Donc, les marchés ne pricent pas finalement un rebond de l'activité Non. Non, je pense que, alors on peut dire, beaucoup d'investisseurs le formulent en disant le marché price une reprise en V et on ne l'a pas. Mais le marché, il price pas une reprise en V. La réalité, le marché, c'est qu'il est inondé de liquidités et qu'il va bien falloir que cette liquidité s'investisse quelque part. Elle ne va pas rester sous forme d'actifs monétaires jusqu'à la fin des temps. La monnaie de banque centrale, qui est celle qui compte, hein, c'est la quantité de monnaie que créent les banques centrales dans leurs opérations. C'était 3 000 milliards de dollars en 2007 dans l'OCDE. C'était 14 000 milliards de dollars le 1er janvier de cette année. Ça sera 24 000 milliards de dollars à la fin de cette année. Et donc, les prix des actifs, ils suivent cette tendance de la monnaie. Donc, alors, à nouveau, évidemment, personne n'a envie d'acheter une compagnie aérienne aujourd'hui. Et la bulle sera d'ailleurs d'autant plus forte sur les secteurs sur lesquels on est optimiste qu'il y a des secteurs sur lesquels on n'est pas optimiste et où on ne peut pas aller. Mais à 4500 points sur le CAC, on est déjà en bulle là ou pas? Non, alors en Europe, on n'y est pas encore, parce qu'attends, il y a trop de secteurs sur lesquels les gens sont. Enfin, il y a la question du pessimisme sectoriel, et en particulier, il y a les banques en Europe, sur lesquelles il y a un pessimisme qui est d'ailleurs exagéré, et qui explique une. Mais regardez les États-Unis, regardez le Nasdaq. Hein, on voit que dès qu'on est dans un secteur perçu comme étant. Comme sortant de la crise sans trop de dommages, on est déjà dans une logique de bulle. Hein. Donc, voilà, donc je pense qu'il faut faire l'analyse des fondamentaux. Dans cette analyse des fondamentaux, il ne faut pas oublier cette question de l'inflation. Et si on devait juste, Patrick, je vous coupe, pardon, si on devait juste faire cette analyse des fondamentaux, où est-ce qu'on mettrait le CAC 40 et le marché boursier en général hein, si on regardait juste les fondamentaux il est déjà, par rapport aux fondamentaux, il est déjà trop cher aujourd'hui. Honnêtement, les prévisions de croissance aujourd'hui sont encore beaucoup trop roses. Cette question de productivité, le côté poussif de la demande, c'est pas. Il n'y a que les Anglais, finalement, qui sont assez. Je trouve que la Banque d'Angleterre est plus réaliste. La Banque d'Angleterre nous dit qu'il y aura moins 14% de PIB en 2020 en Angleterre. On sera sans doute plus près de ça que des 7 ou 8% qui circulent aujourd'hui dans les autres pays de l'OCDE. Et puis 2021 ne va pas être terrible. Et le vrai sujet aujourd'hui, au-delà de savoir si on va faire du moins 10, moins 12, du moins 14 sur 2020, la question c'est la suite. La suite, à nouveau, de l'inflation, des entreprises très endettées, donc qui vont avoir du mal à investir, des ménages très prudents et qui n'ont pas envie de s'endetter, donc qui n'ont pas envie d'acheter de biens durables, et des émergents en difficulté. Honnêtement, vous n'avez pas. Mais attendez, mais c'est même pas du U, Patrick. Patrick, on sait que les économistes sont fans des reprises en V, en L, en U, en W, etc. Mais là, c'est ce que vous nous décrivez là, c'est même pas un scénario en U, là, c'est pire. Hein. Non, mais la croissance de 2021 sera supérieure à la croissance de long terme, parce qu'on va récupérer une partie de la perte de PIB. Ouais. La question, c'est on récupère combien? Regardez les dernières prévisions d'ailleurs de la Commission européenne. La Commission européenne nous dit qu'on va faire presque, cette année en Europe, qu'on va faire presque moins 8, mais qu'on va faire à peu près plus 6 l'année prochaine. Donc ça, c'est un scénario très optimiste. On récupère deux tiers, quoi. On récupère deux tiers. On aurait dû faire 1,
On aurait dû faire 1. Donc, si on fait moins 8, on perd 9 points. Si on fait plus 6, on en récupère 5. C'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, on a récupéré la perte de revenus. Mais on va pas faire plus 6. On va peut-être faire plus 3 ou plus 3,5. Donc, on va mettre 4 ou 5 ans pour récupérer la perte de revenus. Donc, effectivement, le marché ne valorise pas ça. Le marché valorise un scénario qui est à peu près le scénario de la Commission européenne. Pourquoi cette myopie, pourquoi ce parti pris, hein? Mais non, mais je pense que le marché, à nouveau, ne valorise pas un profil de croissance. Le marché, il valorise les banques centrales. Ouais. Et vous voyez bien que le marché, il est totalement dépendant des banques centrales. Chaque fois qu'on a une petite inquiétude sur le fait qu'une banque centrale va pas continuer son programme, etc., et le marché. Et puis ensuite, quand la banque centrale dit ne vous inquiétez pas, le programme continuera l'année prochaine, et puis on peut faire plus si c'est nécessaire, le marché repart. Donc les marchés financiers, ils sont tirés aujourd'hui par la liquidité des banques centrales, ils sont plus tirés par une analyse du profil de l'activité. C'est surtout, Patrick, aux États-Unis, quand on regarde les montants en jeu entre le gouvernement, l'administration de Trump et la Fed. Moi, je suis arrivé au doigt mouillé à 6 000 milliards de dollars Oui, de alors réinjectés. méfiez-vous, David, parce Est-ce que c'était trop? C'est trop ou pas? Parce que vous on peut pas ajouter le gouvernement et la Fed, parce qu'une partie de ce que la Fed fait, c'est des achats de la dette publique qui financent les déficits publics. Donc faites attention, on ne peut pas ajouter les deux, on ajoute 2 fois la même chose. Donc il faut regarder le déficit public plus la partie de l'expansion du bilan de la Réserve fédérale qui ne consiste pas à acheter de la dette publique. Et on arrive à combien alors? On arrive, déjà, rien que le déficit public, c'est terrible. Aux États-Unis, on attend une croissance, disons, moins 7. Et il y aurait dû y avoir, disons, plus 2. Donc on perd 9 points de PIB. Le déficit public, il aurait dû être de 5 et il va être de 19. Donc on fait 14 points de déficit public alors qu'on perd 9 points de croissance. Donc il y a déjà un surfinancement de la perte de PIB par la Réserve fédérale. Et alors évidemment, et en plus, vous rajoutez les 1200 en plus milliards de dollars du programme PME de la Fed, par exemple. Donc c'est trop alors? Donc la réponse des autorités monétaires et politiques est surdimensionnée? Mon interprétation, David, c'est que ça a l'air d'être trop aujourd'hui, et qu'en réalité, les États savent que le recul du PIB, ça sera aux États-Unis, ça sera bien pire que moins 7. Ouais. Et donc, en réalité, le programme est déjà calibré par prudence sur un possible recul du PIB qui est pire que celui qui est dans les scénarios, dans les consensus aujourd'hui. Et c'est la même chose en Europe. Donc en réalité, les États s'attendent à pire que ce qui est dans les prévisions officielles pour l'instant. C'est vrai qu'aujourd'hui, Patrick, la Fed, elle rachète finalement, enfin pas rachète, mais elle renfloue toutes les boîtes aujourd'hui américaines qui en ont besoin, que ce soit indirectement ou même en rachetant les prêts ou les obligations qui sont mises par les entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est là, la Fed? Alors, vous savez qu'il y a une difficulté technique, c'est que les petites entreprises, petites, moyennes aux États-Unis sont surtout financées sur le marché obligataire et que quand la Fed a lancé en conséquence son programme d'achat de dette à yield, puis elle a lancé un programme de prêt PME, et là il y a un problème de tuyauterie. Et on sait que ça se passe pas très bien, qu'il y a beaucoup de PME qui n'accèdent pas en fait à ces programmes. Parce que c'est beaucoup plus facile en Europe. Vous voyez, en France, une PME, elle va voir son banquier, quoi. Et c'est le banquier qui fait un prêt garanti par l'État. Ouais. Aux États-Unis, il faut trouver une tuyauterie entre la Réserve fédérale, une banque. Alors voilà. Donc apparemment, dans les chiffres qu'on a, il y a un problème d'organisation de ce financement de la Réserve fédérale qui, pour l'instant, n'arrive pas bien dans les entreprises. Ouais. Mais la pratique, elle est partout pareil. L'idée partout, c'est de dire on a un arbitrage, c'est dette versus faillite. Donc on va accepter que les entreprises soient beaucoup plus endettées pour éviter qu'elles fassent faillite. Alors ça va marcher, c'est-à-dire qu'on aura des faillites bien sûr, mais le nombre de faillites n'aura rien à voir avec ce qu'il aurait dû être compte tenu de la perte de PIB. Mais du coup, on aura des entreprises très endettées. Alors après, il y a une réflexion que nous devons avoir avec les gouvernements, c'est qu'est-ce qu'on fait pour réduire le coût de ce surendettement des entreprises. On parle de recapitaliser en fonds propres. On se dit, ce que j'ai lu, comme quoi les PME, finalement, à qui on a fait des reports de charges, ces reports de charges sociales et fiscales seraient transformés en prêts participatifs. Donc on verrait l'État deviendrait créancier de la PME. Oui, alors mais ce qu'il faudrait, si on prend le cas de la France, on va avoir, imaginons qu'on tire les 300 milliards de prêts avec garantie de l'État.
Ouais. Hein, et donc, le système entreprise française a 300 milliards d'euros de dette en plus. Hein. Donc sa dette était de l'ordre avant, je fais le calcul de tête, à peu près 1400, 1500 milliards. Donc, on remet 20% de dette en plus dans les entreprises. Si on veut pas que ça inhibe définitivement leurs investissements, effectivement, c'est pas seulement les baisses de charges. Il faudrait être capable de faire un gigantesque, ce qu'on appelle debt to equity swap, où on transformerait les 300 milliards de prêts garantis par l'État, alors pas en vraies actions, pas en vrais fonds propres, parce que c'est des PME, mais en quasi-fonds propres. Donc ça serait effectivement de la dette, ça serait des obligations subordonnées, quoi. Et donc il faudrait être capable de swapper ces prêts qu'on a fait en urgence dans une forme de quasi-fonds propres. Mais c'est jouable? Les entreprises. Bah, écoutez, c'est faisable. Moi, je pense que techniquement, c'est faisable. Il faut créer un fonds qui va reprendre les crédits qui ont été faits par les banques et qui va mettre à la place des obligations convertibles. Évidemment, il y a un risque de faillite dans ce fonds. Il y a un risque d'arrêt de paiement du coupon, puisque une obligation convertible, pas convertible, pardon, subordonnée. Une obligation subordonnée, le coupon peut être arrêté si l'entreprise va mal. Donc, il y a un risque de défaillance de l'entreprise, mais on aurait 300 milliards de fonds propres en plus au lieu d'avoir 300 millions de dettes en plus. Et donc, ça serait quand même infiniment moins dangereux. Enfin, ça serait même on arriverait à transformer ce danger en quelque chose de positif. Hein. Donc, je pense qu'il faut réfléchir. C'est une réflexion qui va nous guider sur les prochaines semaines, les prochains mois, ça? On ne pourra pas y couper? Je pense que le gouvernement réfléchit. Je pense que techniquement, c'est pas infaisable, même si ça a l'air compliqué. Et je pense que, au moins pour une partie, de faire cette transformation en quasi-fonds propres de la. Sinon, on va être plombé par la dette, quoi. Hein. Une entreprise très endettée, elle n'a qu'une envie, c'est de restaurer la structure de son bilan et donc d'embaucher moins, d'investir moins, de monter ses prix et on est parti pour de la stagflation si on ne fait rien. Ouais. Je repense, je lisais ce week-end Philippe Escande, qu'on aime tous, qui est dans l'émission, et d'ailleurs éditorialiste au Monde, qui disait que Volkswagen a vendu autant de voitures en avril en Chine qu'il y a un an. Et on se dit quoi? On se dit c'est l'arbre qui cache la forêt, ou on se dit que sur certains segments, bon là on est vraiment sur du premium, ben voilà, une reprise en V est possible, parce que pour le coup, vous me disiez qu'il fallait oublier. Pourtant, alors tous oui, enfin quand vous regardez les chiffres de la Chine au mois d'avril, ils sont pas bons. Enfin, ils sont pas bons. Ils sont bons. Enfin, les PMI, ils sont un peu au-dessus de 50, ce qui veut dire qu'on est reparti dans une croissance économique. Mais ils sont pas bons au sens où la croissance économique de la Chine est plus faible qu'avant la crise. Donc non seulement on rattrape pas le PIB perdu pendant la crise, qu'on ne connaîtra vraiment jamais. Si vous le faites en trimestre sur trimestre, les Chinois ont affiché à peu près moins 10% de PIB au premier trimestre, premier sur quatrième. Donc ils ont perdu 10% de PIB. C'est sans doute plus que ça, mais admettons. Mais si la croissance après, au lieu d'être de 5, elle est seulement de 3, vous voyez que non seulement vous rattrapez pas le PIB perdu, et donc en Chine, on voit ça aujourd'hui. Il y a une reprise de la croissance, et quand vous prenez l'ensemble des indicateurs, on est sur une croissance plus faible qu'avant. Et donc, on n'est pas du tout dans une logique de récupération de ce qui a été perdu. Ouais, ça veut dire que, Patrick, on finit là-dessus, parce qu'on est au premier jour de notre déconfinement, encore une fois, lent, progressif et par phase en France, ce que nous apprennent les réouvertures de magasins à l'étranger, en Allemagne, je ne sais pas, en Asie, c'est que les chiffres d'affaires, quand ça reprend, je disais qu'en Allemagne, les meilleures boutiques dans les zones touristiques font 30% de leur chiffre d'affaires habituel. Alors en Chine, c'est un peu, c'est un peu le déconfinement date d'il y a plus longtemps. On a toujours dans la distribution traditionnelle. C'était mon point tout à l'heure, de dire que le saut qui s'est fait pendant le confinement, qui est le basculement de la distribution traditionnelle sur la distribution en ligne, sur le e-commerce, il va en rester une grande partie. Donc on a l'impression que les habitudes de consommation sont perpétuellement modifiées vers la distribution en ligne. En Chine, globalement, aujourd'hui, dans la distribution traditionnelle, on est toujours à peu près à moins 40%. Et donc, et le reste, mais par contre, la consommation est presque normale, mais elle est un peu faiblarde, mais elle est un peu en dessous de la normale, mais pas de moins 40. Et donc, la différence, c'est la hausse colossale de la partie qui continue à se faire en ligne. Donc, je pense qu'on aura la même chose en Europe et aux États-Unis. Et donc, on va avoir un changement
très durable des habitudes de consommation vers la consommation en ligne. Et l'idée d'une baisse de la TVA d'1 point pour inciter les Français à consommer, ça sert à rien. Parce qu'au final. Mais non, mais les Français, ils sont couchés, et les Français comme les autres sont couchés sur une épargne forcée colossale. Donc ils ont pas de problème d'argent, les Français. Alors bien sûr, il y a plein de Français qui ont des problèmes d'argent, c'est évident. Et quand vous prenez l'ensemble des ménages, sans regarder les situations individuelles qui peuvent être horribles dans certains cas, les ménages français ont baissé de 35% leur consommation pendant 2 mois. Et donc tout cet argent, c'est-à-dire un tiers de la consommation pendant 2 mois, il est stocké aujourd'hui dans des comptes de dépôt bancaires. Donc soit il est consommé, soit il continue d'être thésaurisé, soit il est consommé en ligne, soit progressivement, à supposer que moi je pense qu'il va être consommé surtout en ligne et surtout sur des biens non associés au crédit. Ce qu'on voit en Chine aussi. Donc pas les bagnoles. Donc pas les voitures, pas les gros équipements de la maison, plutôt des biens plus petits, des biens qui font plaisir. Le luxe ou le quasi-luxe repart très fort en Chine. Donc les gens achètent des choses qui leur font plaisir, mais hésitent à se lancer dans des grandes dépenses et continuent à consommer en ligne et pas dans les magasins traditionnels. Bon, ce que je retiens en tout cas, c'est cette alerte que vous tirez aujourd'hui, cette ce signal d'alarme que vous tirez, Patrick, sur l'idée que les marchés ne le voient pas, c'est le retour de l'inflation dû, encore une fois, à ces normes sanitaires. Cette chute de productivité, cette hausse des prix potentiels ou cette baisse des marges, et donc qui crée cette déconnexion et des bulles de nouveau sur les actions. C'est ce que vous nous dites. Oui, absolument, tout à fait. J'ai bien résumé Patrick Artus ou pas? C'est parfait. Merci d'avoir été avec nous, Patrick. Merci David, à bientôt. Merci, à bientôt, bye.